donc groggy au lendemain de l'assassinat du président Boudiaf à Annaba, à quelques 600 km d'Alger. Les obsèques auront lieu demain. 7 jours de deuil ont été décrétés. L'attentat n'a pas été revendiqué. Il y a 2 tueurs, dont un a été tué lui, et l'autre entendu par la police. Le rappel de cet attentat avec Loïc Biron. La vie d'un être humain est courte. Nous nous dirigeons tous vers la mort. Pourquoi l'homme s'accroche-t-il tant au pouvoir? Ce sera l'une des dernières phrases ovationnées de Mohamed Boudiaf. Il est 11h35 dans la salle des fêtes d'Annaba. Coupure de son, puis une brève détonation. Le président tourne la tête vers la gauche, tout s'enchaîne très rapidement. Une première grenade explose dans l'assistance qui se jette au sol. Une seconde grenade est projetée sous la tribune. Le président est encore assis lorsque 2 hommes surgissent derrière lui pour décharger 2 rafales d'armes automatiques, l'une dans la nuque, l'autre dans le dos. Les versions sur l'heure de la mort clinique de Mohamed Boudiaf divergent, mais c'est déjà un cadavre que des gardes armés allongent sur une civière, avant de l'envelopper dans un drapeau algérien. Sur la tribune, un homme prostré, le secrétaire particulier et beau-frère du président. C'est dans la plus parfaite confusion que les pompiers interviennent ensuite pour relever plus d'une vingtaine de blessés, avant qu'une seconde fusillade n'éclate dans la salle. D'après des témoins directs, les 2 assassins déguisés en membres des unités anti-émeutes auraient tenté de couvrir leur fuite. L'un d'eux sera abattu, l'autre arrêté. Mohamed Boudiaf n'est plus. Ce matin, le calme a régné en Algérie. Aucune agitation particulière n'a été enregistrée dans les bastions intégristes. Le mieux pour nous en rendre compte, c'est bien d'aller sur place, rejoindre nos envoyés spéciaux Catherine Gentil et Philippe Leroux. La vie à Alger ce matin a continué à se dérouler comme d'habitude. Aucune tension, aucune électricité dans l'air. La population a appris le fatalisme, mais pour les Algériens, partisans ou non de Mohamed Boudiaf, cet attentat ne peut être que de mauvais augure. La question qu'il se pose maintenant est de savoir qui a tué le président, et les islamistes ne sont pas les seuls à être suspectés. Toutes les hypothèses sont possibles pour le moment. On ne peut pas dire les islamistes, ni les militaires, ni autres services ou groupuscules ou autre chose, mais peut-être que dans un prochain avenir, j'espère, on aura le fin mot de l'histoire parce qu'on le veut, on voudrait savoir. C'est vraiment malheureux, quoi. C'est un grand président qui n'a pas été exécuté par les Français, et le problème c'est qu'il a été exécuté par ses amis, quoi, par les Algériens. C'est un drame pour l'Algérie. Je pense qu'on va trouver un autre président comme lui. Est-ce que vous voulez que je pense? Vous savez que c'est tellement confus avec tous ces partis, avec tout ce chaos. On peut imaginer plusieurs hypothèses. Faut pas savoir. Bref, seuls quelques islamistes purs et durs peuvent se réjouir de la mort du président Boudiaf, qui leur avait déclaré une guerre implacable. Mais pour l'instant, les consignes de calme et de dignité données par le pouvoir et relayées par la presse algérienne sont respectées. On a un peu l'impression ce matin que le pays retient son souffle en attendant de connaître la suite des événements. Catherine, vous êtes donc en direct à Alger. Il est peut-être un peu tôt pour parler des responsabilités, hein. Il y a plusieurs hypothèses, bien entendu, mais on pense beaucoup dans le monde entier aux islamistes du FIS. Oui, écoutez, en effet, c'est l'hypothèse qu'on retient le plus facilement, étant donné que les islamistes, on le sait, avaient menacé le pouvoir à plusieurs reprises, et le plus récemment lors du procès des leaders du FIS qui devait s'ouvrir ici. Mais ce qui étonne un peu, c'est que même si les islamistes, en effet, avaient commis des attentats, c'était plutôt d'une manière un peu artisanale. Or, cette fois-ci, concernant l'assassinat du président Boudiaf, il semble avoir été minutieusement préparé, et donc, vous l'avez dit, un des assassins portait l'uniforme des forces anti-émeutes. Donc, dans ces conditions, on peut également quand même penser à un règlement de compte à l'intérieur du sérail algérien, même si c'est une hypothèse un peu osée. Mais on sait que le président Boudiaf dérangeait beaucoup de monde. Il avait parlé d'un changement radical à l'intérieur du pays, et notamment d'une lutte contre la corruption. Alors, ce qui évidemment gênait beaucoup de monde à l'intérieur de cette classe politique algérienne, et le fait qu'un des 2 assassins ait été arrêté vivant peut laisser espérer qu'on en saura plus assez rapidement. Catherine, quoi qu'il en soit, la démocratie en Algérie en a pris un sérieux coup. Comment la situation peut-elle évoluer? Coincés que sont les Algériens entre la peur de voir le FIS et les craintes que suscite peut-être aussi un pouvoir militaire pur et dur.
Alors il est évident que de ce point de vue, les heures qui viennent vont être capitales, puisqu'on va voir si le calme se maintient ou non en Algérie. Alors la première hypothèse, en effet, est finalement un nouveau durcissement du pouvoir, c'est-à-dire que l'état d'exception pourrait être décrété, ce qui veut dire clairement que c'est l'armée à ce moment-là qui dirige le pays et que toute activité politique est suspendue. Et toujours dans ce même cadre, on peut penser que ça pourrait être le général Khaled Nezzar, actuel ministre de la Défense, qui prenne réellement les rênes du pouvoir. La deuxième solution, qui serait peut-être en effet plus difficile, plus osée en tout cas dans cette période d'instabilité en Algérie, ce serait de tenter de renouer le dialogue entre les différentes forces politiques qui s'étaient complètement arrêtées ces dernières semaines. Et alors dans ce cadre, on pense qu'éventuellement le Haut Comité d'État pourrait être élargi et que d'autres personnes pourraient y entrer, alors que pour l'instant, après la mort du président Boudiaf, il n'y a que 4 membres. Et en tout cas, que le dialogue entre les forces politiques algériennes soit vraiment renoué. Ce serait le rêve en fait du président Boudiaf qui parlait quand même de réconciliation nationale. Catherine, merci. Alors émotion bien entendu et réaction dans le monde entier où l'on condamne sans réserve le meurtre de Mohamed Boudiaf. Il nous a paru intéressant d'aller à la rencontre de la communauté algérienne de France qui compte près d'1 million de membres, communauté importante en particulier à Marseille où nous retrouvons notre correspondant permanent Jean-Luc Pacul. 20h, dans la plupart des restaurants du quartier Belzins, on regarde la télévision pour tenter de comprendre. Les Algériens de Marseille sont abasourdis par les nouvelles en provenance du pays. Beaucoup refusent de parler, mais pour tous, la mort du président Boudiaf est une injustice. Il a pris un risque et c'est tout à son honneur, mais c'est malheureux qu'il finisse de cette manière. Ce matin, malgré l'absence de la presse algérienne, on commente à voix basse les dernières informations. La communauté est sous le choc. C'était un type intègre, honnête, et qu'il n'est pas venu faire de la politique à l'âge de 72 ans. Il ne mérite pas cette mort. C'est un coup vraiment dur pour l'Algérie, pour les Algériens. Il est venu de l'exil pour installer la démocratie. Qu'est-ce que ça peut changer en Algérie? Je ne sais pas, Peut-être qu'il y aura une guerre civile. Les gens qui sont contre le processus démocratique, c'est eux qui vont récolter aujourd'hui les fruits de l'assassinat du président Boudiaf. Dans les milieux religieux, les divergences sont plus radicales. À Djalili, le recteur de la mosquée de Marseille évoque la main de Dieu. Pour d'autres, il faut surtout éviter la guerre civile. Mais au-delà des différences d'analyse, la communauté algérienne de Marseille se prépare à porter le deuil national. Ce qui s'est passé hier paraît simple. Mohamed Boudiaf a été abattu par un de ses gardes du corps. D'ailleurs, les premiers témoignages disaient que le tueur possédait un Uzi, un pistolet mitrailleur israélien, qui ressemble à s'y méprendre à l'arme tchèque dont disposent les hommes de la protection rapprochée du président. L'hypothèse d'un attentat perpétré par un garde du corps de Mohamed Boudiaf est renforcée par le fait qu'il y a eu un flottement juste après l'assassinat, le temps que les hommes assurant sa protection réalisent et admettent que c'était bien l'un d'entre eux qui avait abattu le président. Un homme évidemment retourné par les islamistes ou un autre clan qui avait intérêt à la mort de Mohamed Boudiaf. L'éventualité d'un tueur fou déguisé semble donc écartée. On connaît à travers le monde l'efficacité des services de sécurité algériens qui ont construit leur réputation sur le fait qu'ils ne laissent rien au hasard. Mais comme Indira Gandhi, tué par un de ses proches, l'attentat est inévitable quand il est perpétré par un garde du corps. Voilà donc pour les informations signées de notre équipe après enquête. Donc on retrouve en direct maintenant Catherine Gentil. Catherine, on a le sentiment d'être un petit peu à l'intérieur de l'œil du cyclone parce qu'il y a un grand calme aujourd'hui à Alger et dans toute l'Algérie, mais on a le sentiment que tout peut arriver à tout moment. Oui, en effet, on a l'impression un peu que les Algériens en ce moment retiennent leur souffle en attendant de connaître la suite des événements. Alors la première étape, ce sera demain évidemment les funérailles du président Boudiaf. Son corps sera exposé dans la matinée à la présidence et ensuite le cortège se dirigera vers la grande mosquée d'Alger, puis vers le cimetière où sont enterrées toutes les personnalités algériennes comme le président Moubedienne. Et le pouvoir espère qu'il y aura évidemment beaucoup de monde. Mais si le Haut Comité d'État ne s'est pas encore prononcé, ce n'est pas seulement en attendant les funérailles du président Boudiaf, on peut l'imaginer, c'est aussi parce qu'apparemment, d'après ce que nous avons pu savoir, il y a des contacts qui commencent à se nouer avec les différentes forces politiques pour tenter de sortir du blocage qui existait jusqu'à aujourd'hui dans la société algérienne et qui a sûrement coûté la vie à Mohamed Boudiaf. D'ailleurs, je vous propose d'écouter Kasdim Erba, qui est un ancien Premier ministre algérien et dont le parti réclame justement l'ouverture du dialogue avec le pouvoir. Nous avons
que s'il y a eu des dérapages, il y a eu une première fois l'état de siège en juin 91, s'il y a eu une seconde fois l'état d'urgence donc à partir de janvier 92, c'est parce que, nous le disons, depuis les décisions sont imposées par le sommet sans aucune concertation, sans aucun dialogue préalable. Pour éviter un nouveau dérapage, il faut à tout prix organiser un dialogue et organiser cette période de transition. L'organiser sur tous les plans, c'est-à-dire connaître la date des élections présidentielles, que ça ne fasse pas l'objet de propositions et puis de démentis, qu'il y ait aussi des discussions au sujet de la crise économique. Et c'est comme cela qu'on peut en tout cas éviter l'aggravation des problèmes, c'est ce que nous avons toujours proposé. Alors nous espérons, et nous avons des indices qui montrent que probablement on va se diriger vers l'organisation d'un dialogue avec bien sûr l'ensemble des partis qui veulent dialoguer. Donc visiblement, ce qui est important, Catherine, c'est qu'on cherche à renouer le dialogue et que rien ne peut se faire sans l'armée. Oui, alors justement, aujourd'hui, apparemment, d'après ce que nous savons aussi, c'est l'armée qui pousse le plus au dialogue, car les militaires en arrivent à une conclusion très simple, c'est qu'ils ont dû intervenir plusieurs fois ces dernières années pour sauver la démocratie, pour empêcher l'arrivée du fils au pouvoir, et qu'aujourd'hui, ils se rendent compte que la répression seule ne fonctionne pas. Ils espéraient pouvoir régler le problème en un mois ou deux, mais aujourd'hui, ils font le constat qu'il y a des attentats quasiment quotidiennement en Algérie, qu'il y a également des hommes des forces de l'ordre qui ont déserté, certains avec des armes et énormément de munitions. Et puis surtout, les gendarmes, les policiers, les militaires se font abattre également presque tous les jours au Carrefour. Donc les militaires en sont arrivés à la conclusion que pour sortir l'Algérie de la crise, il faut maintenant que les hommes politiques discutent entre eux, qu'on réussisse à faire sauter tous les verrous qui bloquent la société algérienne et qui l'entraînent justement dans une spirale de violence. Et même si la situation doit se durcir encore quelques jours avant d'en arriver à cela, les militaires en tout cas poussent les hommes politiques à prendre leurs responsabilités et à discuter entre eux. Voilà, donc toujours pas de président ce soir. Merci Catherine pour vos informations. Direction immédiatement Sarajevo.